Comment expliquer qu'en 20 ans, on ait 40% de plus de placements sur les familles qui vivaient leur parentalité. On sait que les enfants placés n'ont pas les trajectoires d'un enfant normal. On sait que 40% des SDF sont passés par l'ASE. Donc on sait très bien que ce n'est pas une solution de placer un enfant. Les juges vont se mettre à se renvoyer la balle. Les juges aux affaires familiales se disent « Ah ben, le juge des enfants n'a qu'à intervenir. Le juge des enfants, lui, ne peut intervenir que par des rapports sociaux. Quant aux procédures pénales, elles mettent des années. On devrait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on place les bons enfants ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet préoccupant, d'un sujet sérieux, puisque la France est aujourd'hui le pays où le plus d'enfants sont placés. Alors bien évidemment, cela pose question et j'ai la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui une avocate qui s'est lancée dans un combat noble, celui de protéger ces familles et ces enfants qui sont souvent placés de manière abusive. Bonjour maître. Bonjour Olivier. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à Vous vous. avez écrit votre livre « Placement abusif d'enfants, une justice sous influence ». Ce titre, d'emblée, il envoie un message inquiétant, qu'en même temps qu'il est fort. Cette justice est-elle vraiment sous influence ? Oui, je crois que cette justice est sous influence et le sous-titre de mon livre était encore plus inquiétant puisque je disais, vous êtes une famille bien traitante, vos enfants sont heureux chez vous et pourtant un jour, vous pouvez être le parent d'un enfant placé. Donc je crois que ça peint complètement le tableau de la situation actuelle. Oui, je crois que la justice est sous influence, l'influence des services sociaux et des rapports sociaux et également sous l'influence de ses propres peurs. C'est-à-dire la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de retrouver peut-être un fait divers dans la presse, fait que les juges sont extrêmement craintifs et par peur des responsabilités, ils tapent très très fort. Comme en plus de ça, ils ont comme partenaire de travail les travailleurs sociaux, Oui. et que donc les travailleurs sociaux ont vraiment l'oreille des magistrats et que leurs rapports sont pratiquement écrits dans le marbre, les familles se retrouvent dans une situation vraiment de faiblesse qui fait que nous, professionnels qui les assistons, voyons bien combien, au départ d'une audience, les chances que les rapports sociaux voient leurs préconisations entérinées sont toujours très importantes et donc le terrain à rattraper est toujours très très ardu pour nous. Alors, on va revenir d'ailleurs sur ces préconisations, souvent appliquées à la lettre par les juges qui, finalement, j'ai pu le constater, lisent uniquement ces rapports et puis appliquent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'instruisent pas, ils ne se renseignent pas plus que ce qu'ils lisent sur ces rapports, écrits souvent par des éducateurs. Mais nous verrons aussi qu'il y a aujourd'hui des gens qui écrivent ces rapports et qui n'ont pas obligatoirement les qualifications pour écrire, puisque l'ASE, visiblement, emploie aujourd'hui des éducateurs qui n'en ont que le nom, mais pas les diplômes. Vous me direz si c'est la réalité. Mais avant toute chose, pouvez-vous me définir ce qu'est un placement abusif ? C'est un placement qui n'est pas fait sur le fondement d'un danger véritablement couru par l'enfant pour son développement psycho-affectif, etc. C'est un placement qui est fait sur une théorie ou sur une crainte ou sur un concept psychologisant ou bien alors sur la constatation qu'il y a un conflit parental et qu'il vaudrait mieux en extraire l'enfant. Donc il n'est pas vraiment en danger, il est peut-être quand même adapté à sa situation de famille. Les parents font quand même le maximum, mais le conflit parental va être suffisant comme critère pour des juges pour retirer les enfants de leur milieu naturel, qui est pourtant une décision qui est énorme aux conséquences absolument incalculables. Et nous luttons contre le fait que cette notion de danger soit véritablement un concept très flou, un concept valise qu'on peut étirer dans tous les sens. Et pour nous, le placement abusif, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant ne courait pas un danger, le danger n'était pas avéré, il n'était pas certain, c'était pas une maltraitance physique, c'était pas une maltraitance psychologique, il n'y avait pas péril en la demeure. Et pourtant, on trouve qu'il serait mieux hors de son milieu naturel. Pour nous, c'est un placement abusif parce qu'il y aurait d'autres moyens, si besoin était, d'aider la famille, ou bien on pourrait laisser cette famille
avec ses propres ressources, faire face à la situation éventuellement qu'elle peut traverser, ou bien même, on pourrait ne pas s'intéresser à cette famille, parce que cette famille vit quelque chose que vivent des milliers de familles. Elle va, somme toute, très bien, et l'alerte a été donnée par quelque chose qui n'en valait pas la peine, et qui pourtant a précipité cette famille sous les projecteurs judiciaires sans nul besoin. Et pourtant, on voit des placements de cette nature tous les jours dans un système qui est complètement embolisé, avec soi-disant de l'argent qui n'est pas suffisant, un personnel insuffisant, des problèmes dans tous les sens, et pourtant des placements parfaitement évitables. D'ailleurs, l'inspection générale des affaires sociales, il y a déjà quelques années, mais avait dit que 50% des placements d'enfants étaient évitables, ce qui est quand même énorme. Et c'est pourtant la situation qu'on a aujourd'hui. On pourra peut-être parler d'une petite amorce d'évolution, mais globalement, c'est ça. Tous les jours, on a des familles qui viennent nous raconter des histoires absolument abracadabrantesques sur des placements qui n'auraient jamais dû avoir lieu et qui pourtant se poursuivent et font vraiment créer autour d'eux une souffrance intolérable. Parce que aujourd'hui, un placement abusif, ces alertes dont vous parlez, ce sont des dénonciations qui peuvent être des dénonciations faites par n'importe qui au final. Alors, les alertes sont de toutes sortes. D'abord, il y a les informations préoccupantes et les signalements que peuvent faire des institutionnels. Ça peut être l'école, un centre aéré, ça peut être un hôpital, une PMI, un CMP. Et ça peut être également un appel anonyme au 119. Oui, Et puis, ça peut être l'autre parent quand il est un peu en guerre contre oui. le coparent. Mhm. Donc, toutes ces sources-là donnent quand même un flux possible d'alertes qui est conséquent. Ces alertes vont normalement à la CRIP, qui est une cellule de recueil, qui devrait faire une sélection. Et il y a un énorme problème sur cette sélection, très clairement. Quant aux informations préoccupantes et aux signalements qui sont faits, en particulier les informations préoccupantes, il y a une inflation d'informations préoccupantes. Pas mal de journaux, d'ailleurs, s'en sont émus et ont fait des articles là-dessus. Eh bien, elles sont faites un peu pour tout et n'importe quoi, parce que les professionnels qui les font ont peur des responsabilités, ouvrent le parapluie, ou bien pensent faussement que ça va aider la famille d'alerter les services sociaux, ce qui démontre une naïveté incroyable, parce qu'on est quand même un pays pourtant assez renseigné sur ces sujets depuis quelques années. Donc, il peut y avoir une information préoccupante pour n'importe quoi, une directrice d'école qui trouve un enfant un peu timide, un peu replié sur lui, ou il joue avec ses doigts dans la cour, il Oui. n'est pas très communicatif, ou bien alors la directrice d'école va trouver qu'une maman est très anxieuse, pose beaucoup de questions, et alors on se dit, ben, pourquoi pas faire une IP hein, dans le langage courant, parce que ça nous intrigue un petit peu, on va demander aux services sociaux d'aller voir un petit peu de quoi ils retournent. Et là, on lance une machinerie absolument gigantesque et tout à fait disproportionnée par rapport à ce que éventuellement on aurait pu traiter avec un petit peu de communication, des parents qu'on convoque, etc. Il y a un exemple de quelque chose qui s'est développé, qui est très préoccupant et que je vois pratiquement à jour passé, ce sont les problèmes de harcèlement scolaire. Vous avez des parents, j'en ai pratiquement tous les jours, qui disent à une directrice d'école ou à une maîtresse: «Voilà, mon enfant me dit qu'avec le petit untel, il est pas gentil, donc mon enfant le matin pleure un petit peu avant d'aller à l'école, je me demande s'il se fait pas harceler». Alors là, c'est, la sonnette d'alarme. Quelle va être la réaction de l'institution scolaire? Eh bien, ils ont peur d'être pris en défaut parce qu'il y a eu une réglementation sur le harcèlement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner la chose en disant: «Ah, la maman se plaint, problème, on va faire une petite IP, elle est un peu anxieuse et puis les services sociaux vont se charger du problème». Comme ça, nous, on n'a rien à faire de spécial, on ne pourra rien nous reprocher parce que les services sociaux sont là pour faire une espèce de prise en charge. Et j'ai pratiquement, comme je vous disais, tous les jours, des gens qui m'écrivent, qui m'appellent et qui nous contactent au niveau de l'association pour nous dire: «Voilà, j'ai parlé de harcèlement, je me retrouve avec une information préoccupante». Oui, mais vous avez, je suppose, maître, souvent entendu comme reproche faits à des mères, rapport fusionnel entre la mère et l'enfant. Voilà. Ce qui me semble être Une une aberration. aberration totale. Tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est une autre tarte à la crème, c'est de trouver que la mère est trop proche de ses enfants, est fusionnelle avec eux, trop Trop d'amour. protectrice. Voilà, l'enfant de 6 ans ne s'individualise pas assez, il n'a pas assez sa propre personnalité, son propre discours. Ah, c'est un petit peu inquiétant, donc on fait, une IP. Et donc maintenant, on fait les IP, pour trop d'amour. Information préoccupante, hein, Voilà, une information préoccupante. ouais. Donc on est arrivé, si vous voulez, à un tel excès que ça en devient insignifiant. Sauf que c'est peut-être insignifiant,
mais ce sont des saisines judiciaires qu'il y a derrière. Complètement. C'est toute une armada de services sociaux, de travailleurs sociaux, payés par le département et par l'État, et surtout par le département. C'est tout un coût pour la justice qui est énorme, mobiliser un juge qui est chargé non seulement de l'assistance éducative, mais également du pénal auprès des mineurs délinquants, qui a un temps de justice énorme pour dire à des familles finalement, bon, il n'y a pas grand-chose, on va faire une main levée, ou au contraire, ah, on est un peu inquiet, allez hop, on vous met une mesure éducative. Et je pourrais vous citer des tas d'exemples de dossiers, heureusement, sur lesquels on arrive à avoir une main levée, c'est-à-dire il ne se passe rien, mais qui ont été conduits par la main, par les services sociaux devant un juge, pour que le juge, quand même, se dise « mais il n'y a rien dans ce dossier » et nous fasse une main levée. Après, quand même, une audience, et donc une angoisse terrible pour la famille, qui n'en dort plus. Et pour des vétilles. Là, j'ai un papa qui m'appelait dernièrement. S'il m'écoute, je fais ce que je lui ai dit, à savoir, je citerai sa phrase, je vais vous la donner. Il était à la maternité avec sa petite femme, le bébé arrive, il est un petit peu maladroit dans l'habillage du bébé. Le bébé, il avait 2 jours, hein. Le papa, c'est un jeune papa. Il lui mettait un peu, la jambe, pas très bien dans le pantalon, bon. Enfin, dans la petite tenue. Et donc l'infirmière a trouvé qu'il était mal habillé. On va faire une information préoccupante, on trouve le père quand même. Ils se sont retrouvés avec une information préoccupante. Ils sont entrés dans une angoisse telle que le père m'a dit cette phrase que je n'oublierai pas. Il m'a dit, au lieu de nager dans le bonheur, on nage dans le cortisol. Voilà où ils en sont. Ouais. Ce petit couple adorable qui attendait ce petit bébé et qui se retrouve dans une information préoccupante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des services sociaux qui vont faire une investigation Ouais. qui dure 3 mois, avec une intrusion dans le fonctionnement familial, dans la personnalité, dans le vécu de la famille qui est parfaitement désagréable. S'ils ne s'y prêtent pas, eh ben on va se dire, ah, il y a quelque chose à cacher, donc il faut aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin, il faut un autre type de mesure qui, elle, est forcément judiciaire, donc il faut un juge. Et voilà un petit couple qui peut passer du rêve au cauchemar, en quelque sorte dans un claquement de doigts, pour rien du tout, avec un temps de service social et un temps judiciaire. Et des dossiers comme ça, on en a partout. On en a tout le temps. Non seulement le système s'est emballé, mais il est devenu inepte. Mais à partir du moment où le dossier arrive sur le bureau du juge, vous conviendrez qu'il y a de forts risques de placement. Alors, il y a toujours un risque que la machine s'emballe par peur. C'est-à-dire que quand vous avez une situation qui naît comme ça, pendant l'investigation des 3 mois, eh bien, ils vont chercher la petite bête. Parce que c'est quand même quelque chose que je constate. Ah, le carnet santé, il est comme ci, il est comme ça. Ah, la chambre de l'enfant. Ah, vous avez l'air très inquiet. La maman a l'air fragile. Ah, le lien n'est pas encore parfaitement créé. Ils trouvent toujours quelque chose. À partir de là, ils rédigent un rapport. Et cette petite famille, ce couple, dans mon exemple, est quand même éprouvé, inquiet. Il y a vraiment sur le plan émotionnel une véritable épreuve. Donc les réponses vont pas être parfaites, les renseignements vont pas forcément être donnés. Et il y a même quelquefois un petit peu de recul par rapport à ce couple ou cette famille. Donc ils vont peut-être donner l'impression d'être énigmatiques. Donc il va y avoir un rapport à charge. Très clairement, le rapport va trouver quelque chose. Et à partir de là, ça peut s'emballer. Et quand le juge va débarquer sur un rapport inquiétant, eh bien le juge, elle est jeune, sort de l'ENM, elle est formatée sur la disqualification de la famille, dont on parlera certainement, cette espèce de présomption de culpabilité qui pèse sur les familles, la crainte que l'enfant soit en risque de quelque chose parce qu'on voit des faits divers. Donc, elle va prendre une mesure souvent coercitive. Alors, pas forcément le placement dans un premier temps, mais une mesure éducative, de type AEMO, par exemple, assistance éducative en milieu ouvert. Donc, l'enfant, en théorie, donc, reste à la maison, mais ça peut mal se passer, une AEMO. Et il y en a beaucoup qui se passent mal. Expliquez-moi, parce que tout le monde ne connaît pas Voilà. l'AEMO. L'AEMO, C'est c'est quoi, l'AEMO? une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ce qui veut Oui. dire que l'enfant reste à la maison. Malgré tout, vous avez un éducateur qui vient vous expliquer les choses, vous donner une petite leçon. Il y a des rapports éducatifs qui sont écrits. Il y a même quelquefois un psychologue qui voit l'enfant. Donc, si vous voulez, la famille est prise quand même dans une machinerie qui, malgré tout, la disqualifie quelque part. Et puis, elle n'est pas idiote, la famille, elle le ressent. Donc, ça peut mal se passer, les rapports peuvent être mauvais, et on peut très bien supposer, parce que malheureusement on le voit souvent, que ça tourne au vinaigre. Et qu'au bout du compte, le juge se dise « Ah, l'AEMO n'a pas marché, les rapports sont pas bons, il faudrait peut-être éloigner l'enfant. » Éloigner l'enfant, qui veut dire en placement. Donc, cet emballement-là, cette montée en puissance de l'intervention judiciaire, elle est quotidienne. Et pourtant, elle est je pense, excessive, évitable, souvent mal orientée,
Et puis elle obéit aussi, et c'est ce que j'ai dit, à des influences, à des intérêts. Et c'est tout ça qu'on dénonce, nous, avocats qui vivons l'assistance éducative, hein, comme une véritable disqualification des familles, comme une intrusion de la justice et de l'État qui se veut très souvent meilleur parent, alors que Qui se pensent meilleurs parents. voilà, et les familles n'ont pas, pour autant, ne sont pas devenus plus mauvais parents qu'ils ne l'étaient. Dans ce cas-là, comment expliquer qu'en 20 ans, on ait 40% de plus de placements et une myriade de mesures de toutes sortes sur les familles qui vivaient leur parentalité comme ils la vivent maintenant, ni plus ni moins. Parce que vous qui nous regardez, vous pouvez penser que ces placements d'enfants ne concernent que les personnes aux revenus très bas, hein, les familles pauvres ou les mères célibataires. Mais moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des familles de middle class, voire même des familles qui gagnaient très bien leur vie et qui ont fait l'objet d'une information préoccupante et qui ont vu leur bébé ou leur enfant placé. Mais y a-t-il quand même dans cette disqualification dont vous parlez, maître, des profils types de familles qui vont être spécifiquement visés? Oui, il y a des familles types qui vont être visées, mais quand vous dites que ça concerne toutes les familles, vous avez absolument raison. Il faut tout à fait perdre l'illusion que l'assistance éducative, les juges pour enfants, les placements, ce sont les cas sociaux. Absolument pas. C'est extrêmement diversifié, je dirais même plus que les services sociaux aiment bien les familles où ça se passe bien, où il y a Ouais. des revenus, etc. Ils aiment bien, parce qu'il y a quand même un jeu de pouvoir dans tout ça, hein. L'être humain reste l'être humain, hein. Il ne devient pas blanc et chevalier quand il s'occupe de la justice ou autre. Il a quand même ce goût du pouvoir. Donc toutes les familles sont absolument concernées. Et maintenant, il y a des sous-catégories, c'est ce qu'on pourrait dire, de familles qui sont peut-être davantage la proie de cette machine socio-judiciaire. Je dirais les familles monoparentales, les familles d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, ils le sont peut-être même 7 fois plus en termes d'informations préoccupantes, ils sont beaucoup plus sujets à des informations préoccupantes. Et également, il y a les familles dans lesquelles il y a un conflit dont un des parents va se servir pour régler ses comptes avec l'autre parent. Donc il est certain que dans un divorce conflictuel, il va souvent y avoir un parent qui va faire le 119 ou qui va saisir le juge des enfants, alors que les choses vont tout à fait globalement bien, simplement parce que, eh bien, on va se venger de la maman qui est partie, ou enfin toutes sortes de règlements de compte entre guillemets amoureux. Et donc ça fait des femmes seules ou des mamans donc solo, ou des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, un public de choix pour les placements, les mesures éducatives. Et il y a également, curieusement, les personnes qui elles-mêmes ont fait l'objet d'un placement. Donc j'ai très souvent des mamans qui sont des anciennes de l'ASE ou dont les familles ont été suivies, et il y a sur elles un préjugé très fort, comme quoi elles auront des problèmes forcément Oui. le jour où elles seront mamans. Et je termine cette liste à l'après-vert, qui est bien regrettable, par les mamans qui ont choisi la PMA et qui véritablement se lancent dans ce parcours, dans cette aventure tellement personnelle, et qui, dès la maternité, vont se retrouver avec des informations préoccupantes et des signalements autant à tire-larigot, parce qu'elles sont seules, parce que leur parcours, quelque part, dérange, et qu'il va y avoir sur elles cette présomption qu'elles ne vont pas s'en sortir, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on est à l'heure où il ne faut pas être homophobe, il faut être ouvert à tout, il faut les minorités, la tolérance, etc. S'il y a vraiment un milieu dans lequel je ne la vois pas du tout régner, c'est bien dans ce milieu-là. Dans ces placements abusifs, bien évidemment, les familles sont souvent brisées, mais quelles sont les conséquences sur ces enfants qu'on place? Alors, les conséquences commencent à être bien connues. D'ailleurs, l'Assemblée nationale les a un petit peu résumées en expliquant, si vous voulez, cette dysrégulation émotionnelle que va avoir l'enfant, sa perte de confiance dans l'adulte. Et selon son âge, les troubles de la séparation précoce sont extrêmement importants pour les enfants. Ils ont des montées de stress très importantes, ils ont souvent même des cas de dissociation, et ils vont avoir plus tard, même quelquefois, des affections d'ordre psychiatrique. Ils ont souvent d'ailleurs une somatisation, tout simplement, de ce qu'ils vivent, parce que cette séparation est extrêmement difficile pour leur cerveau Leur et leur développement. développement affectif. Donc tout ça est bien connu. Tout ça est d'ailleurs tellement connu qu'on sait que les enfants placés
n'ont pas les trajectoires d'un enfant normal. On sait que 40% des SDF sont passés par l'ASE, on sait que ces pourcentages sont juste épouvantables. On sait même que dans les prisons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de délinquants ont des parcours hachés comme ça, où il y a eu de l'ASE pendant des années. Donc on sait très bien que ce n'est pas une solution de placer un enfant, que ça devient un enfant qui est exposé à énormément de dangers. On a bien entendu parler tous de la prostitution dans les foyers, de la violence, des agressions sexuelles, etc. Donc pourquoi encore placer un enfant lorsque ce n'est pas absolument impératif? Moi, personnellement, je n'ai toujours pas compris. Parce que je ne dis pas qu'il ne faille jamais placer un enfant. Bien sûr. Il ne faut pas caricaturer. Il y a des enfants qui ont été sauvés par le placement. Il y a des parents, effectivement, qui sont de mauvais parents. Mais pour un enfant qui avait vraiment besoin d'être placé, il y en a un qui n'avait pas ce besoin-là. Donc, sans faire beaucoup d'arithmétique, l'embolie du système, il est facile, elle est tout à fait facile à expliquer. Donc, les placements abusifs nuisent aux placements qui sont véritablement utiles. Et ça va encore plus loin, parce qu'on constate au niveau statistique que ce n'est pas parce qu'on fait plus de placements qu'on protège mieux les enfants. Il y a tout autant d'enfants victimes réellement. Donc, on devrait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on place les bons enfants ? Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a enquêté sur les pratiques de l'aide sociale à l'enfance. On a découvert les traitements que reçoivent certains enfants dans les foyers, dans certaines familles d'accueil. Mais de votre point de vue, qu'est-il ressorti de plus important de cette commission d'enquête ? Il se trouve que j'ai été entendue par la commission d'enquête et qu'en étant entendue par la commission d'enquête, j'ai pu suivre les travaux peut-être d'un petit peu plus près. Ce qu'il en est ressorti, c'est difficile à dire. Le constat a été très négatif. On est un pays qui place trop. Et l'autre constat, c'est que les solutions qui existent par ailleurs ne sont pas utilisées. Par exemple, le placement familial. La loi Taquet de février 2022 avait insisté pour dire quand il y a une solution d'accueil familial, il faut la privilégier sur le placement. C'est ce qu'on appelle... C'est-à-dire placé chez le grand-père, Exactement, la grand-mère. un membre de la famille, par de la exemple, famille. ou un tiers avec lequel l'enfant avait des liens privilégiés. C'est ce qu'on appelle le caractère subsidiaire du placement. C'est le placement à l'extérieur si on ne peut pas faire autrement. Et on a constaté dans cette commission d'enquête que, par exemple, les pays d'Europe du Sud avaient recours au placement familial. Peut-être parce qu'ils ont une idée de la famille qui est différente et qui est peut-être plus forte. Et peut-être moins critiquée, la famille, dans ces pays-là. Je ne sais pas. Mais on a remarqué dans le cadre de ces travaux qu'elle n'était pas utilisée tout simplement suffisamment, cette option du placement familial. Et pour le plaider très souvent, ces demandes d'accueil familial, je me suis rendu compte, si vous voulez, et c'est ce que j'explique à la commission d'enquête, qu'on est arrivé à prendre une mesure légale, donc la loi qui le permet, mais quand on la regarde, la loi, on s'aperçoit qu'elle comporte un vrai verrou. Parce que la loi a dit, avant de faire un placement à l'extérieur, il faut faire évaluer par les services sociaux l'option d'accueil familial. Sauf que les évaluations sont toujours négatives. Les évaluations, c'est « Ah, mais la grand-mère, elle est trop proche de la maman. » Donc, on ne peut pas lui donner l'enfant. « Ah, mais le tonton, il n'est pas tellement disponible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, on se Je n'ai eu retrouve... de cesse que d'entendre ça. Voilà. La grand-mère n'est jamais bien, Voilà. Elle est proche de la mère. Bon, c'est normal, c'est sa fille. Oui, non, Il y, c'est a- il y a- aberrant. il y a toujours... quelles sont les critiques principales, justement, que l'on peut faire à l'aide sociale à l'enfance? Parce que moi, j'ai le sentiment que tous les rapports, pratiquement, sont à charge contre les familles. Oui, Est-ce c'est pas que une impression. C'est pas une vous- impression. c'est pas une impression? Mais non, c'est pas du tout une impression. Je pense que les juges ont un rôle de contre-pouvoir qu'ils n'utilisent pas. Ils ne sont pas... Parce qu'ils n'en ont pas les moyens ni le temps. Et la volonté, je crois. Et Parce la que le volonté. juge a perdu, je crois, de vue le fait qu'il était garant des libertés individuelles. Ouais. Et que l'enfant est un sujet. Il n'est pas uniquement un objet dont des professionnels disent qu'est-ce qu'il faut pour lui. C'est aussi un sujet de droit. Et son droit à la vie familiale est extrêmement important. Et c'est le juge qui devrait le garantir. Or, le juge, il va prendre le rapport social et la situation et la solution qui lui fait courir le moins de risques en tant que juge. On le met au frigo, moi j'appelle ça le frigo. On met l'enfant à l'ASE, comme ça on ne pourra rien nous reprocher. On ne pourra pas faire un procès contre l'État ultérieurement. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans les rapports sociaux? C'est également le fait qu'ils ne lâchent pas les enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils les ont, que l'enfant est rentré dans le circuit,
avec des intérêts financiers dont on parlera, parce que là-dessus, je n'ai aucun tabou. Il faut absolument en parler. Lorsqu'il y a un confinement de l'enfant aux membres de la famille, là, il y a plus d'argent, il n'y a plus rien du tout. C'est le membre de la famille qui peut avoir une petite indemnité, rien du tout. C'est pas comparable avec le prix d'une journée de placement d'un enfant. Donc, on a l'impression que les rapports sociaux sont là pour maintenir l'existant, parce que ça fait marcher une machine et que tout le monde y a intérêt, puis que c'est confortable, c'est facile, ça ronronne, et puis ça continue. Et j'ai des cas de grand-mères, hein, et ça, je voulais donner cet exemple parce que je l'ai plaidé d'ailleurs récemment. J'ai une grand-mère extraordinaire, 78 ans, pleine forme, une grande femme, bien bâtie, en pleine santé, veuve depuis des années, qui a une petite... Elle habite Paris. Elle a été toute sa vie orthophoniste pour des enfants. Le couple parental vit dans une ville à 1h30 de là, avec une petite fille qui a 1 an ou 14 mois. Le couple parental a eu un petit problème psy. Allez, hop, on a placé l'enfant. Hein. Placement tout à fait contestable, mais l'enfant a été placé dans une famille d'accueil à la campagne. La petite n'arrive pas à développer son langage parce que ses parents lui manquent, parce que la famille d'accueil n'est pas de langue française. Situation absolument incroyable. Et la grand-mère fait une demande d'accueil en disant « Moi, à Paris, je n'ai rien à faire à part m'occuper de ma petite fille. Oui. Elle a un retard de langage, ça tombe bien, je suis orthophoniste. En plus, ma fille pourra me donner un coup de main, la tante de l'enfant. On va le plaider, on n'a pas. » L'ASE dit qu'elle est très bien dans la famille d'accueil, qu'elle s'est habituée. Ça, c'est le grand truc. Elle s'est habituée, le placement lui est favorable, il faut continuer. On est allé en appel, et là, la cour d'appel a dit non, non, non. Préférence familiale, 1h30 de train, c'est rien du tout. La grand-mère a prouvé sa santé, ses qualifications, etc. Ça tombe parfaitement bien. Et la cour d'appel a fait droit à la demande, et le juge des enfants a fait perdre quand même pas mal de mois avant que la cour d'appel infirme, mais on a obtenu gain de cause en appel. Mais pour une décision comme ça, on en a pas mal d'autres qui refusent la grand-mère pour n'importe quel prétexte. Elle est un petit peu âgée. Là, j'ai une grand-mère, les services sociaux sont allés l'évaluer. Imaginez-vous, ils ont trouvé que dans l'appartement, la chambre pour l'enfant serait pas mal, que le reste de l'appartement était un peu petit et que les meubles étaient très massifs, un peu lourds. J'ai toujours pas compris. Et que la maison individuelle de l'assistante familiale, là, c'était mieux quand même, parce qu'il y a un jardin, c'est grand. Attendez, on va arbitrer une solution meilleure pour l'enfant parce qu'il y a une maison et un jardin, alors qu'elle a sa grand-mère pleine d'amour qui est là et qui peut s'occuper de l'enfant. Oui, oui. On voit des décisions comme ça, on se dit, mais attendez, les juges, ils vivent sur une autre planète. Je ne parle même pas des services sociaux. Eux, ils ont l'intérêt, pas le juge. Ils vivent sur une autre planète s'ils disent, eux, que ce rapport est valable. Et c'est pourtant ce qu'on a quotidiennement. Alors, on a aussi des résultats positifs. On va noircir le tableau, sinon les gens vont se dire, même les avocats ne servent à rien. Pas exagérer. Au contraire, je pense que les avocats, si on fait un bon travail, on peut vraiment interpeller et faire la différence. Et Dieu merci, on a des résultats. Sinon, on changerait de métier. Parce que émotionnellement, c'est très, très dur. Cette spécialité, l'assistance éducative, c'est très dur émotionnellement. On vit avec la souffrance des gens. On a notre WhatsApp plein de tristesse, de pleurs, doléances, d'appels au bien sûr. secours. C'est très, très difficile. Oui. Donc, on a quand même des résultats. Mais on est confronté à tout ça et on se dit, mais ils ne vivent pas dans la même planète que nous. Mais ils ont des enfants. Ils sont grands-parents, parents. Ils comprennent ce que c'est qu'un enfant à qui on dit, bon, ce soir, il n'y a plus papa et maman, mais tu les verras de temps en temps. Parce que vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, mais je pense que vous allez le faire, Olivier. Quels sont les droits des enfants, des parents placés ? J'allais vous demander quel est le droit de l'enfant et entend-on la parole de l'enfant à un moment dans ces dossiers? Pour répondre déjà à cette question-là, l'audition de l'enfant est obligatoire maintenant, l'entretien, mais il faut un âge du discernement Oui. qui n'est pas égal dans toute la France, pour compliquer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux qui considèrent qu'on peut entendre un enfant de 7 ans, mais pas en deçà. Et il y a d'autres tribunaux qui considèrent que même un enfant de 5 ans a des choses à dire, qui vont aller écouter les tout-petits. Il y a une réforme dernièrement qui fait que chaque enfant placé a droit à un avocat. Oui. Bon, pour moi, ce n'était pas une réforme gigantesque, puisque c'était plus ou moins déjà le cas, on a pris l'apport de cette possibilité. Mais enfin bon, l'enfant est entendu en présence de son avocat, mais l'enfant en général, il dit « je veux rester chez papa et maman ». Mais bien sûr. Bon. Et Bon. ça ne lie pas le juge, ce que dit l'enfant. Mhm. Alors le juge, il a fait son job, il a écouté l'enfant. Il a entendu l'enfant. Parce que écouter l'enfant, ce serait autre chose. Disons qu'il a entendu l'enfant qui, sans surprise, a dit « je veux rester ». Et puis, il y a « moi, je sais ce qui est bon pour toi. Ben, non, non, je vais te séparer ». Et il y a ces moments abominables que nous, avocats, on vit par procuration le jour où les services sociaux viennent chercher l'enfant. Mais c'est affreux, Olivier. Vraiment, c'est affreux.
D'abord, comment préparer le parent quand malheureusement on n'a pas pu obtenir autre chose et que le placement doit avoir lieu. Ce moment fatidique où l'ASE vient à 18 h chercher les enfants, Parfois avec les gendarmes, hein. parfois les gendarmes qui ont le droit de se faire aider par la force publique, Oui. c'est abominable. On a eu un cas en Bretagne où une maman avait 4 fils. 4 gamins magnifiques. Le père avait obtenu qu'on place les enfants en disant que la mère était fusionnelle, aliénait les enfants, enfin la tarte à la crème habituelle, je ne sais pas qui ça peut encore convaincre, mais souvent malheureusement ça marche. Et les services sociaux sont venus chercher les enfants. Et la maman, on lui avait dit, bon, ne vous opposez pas, parce que vous allez vous retrouver au pénal, etc. Bien sûr, On bien en sûr. parlera certainement. Donc la maman a été obligée de dire, non, mais c'est bien pour toi, tu vois. etc. Les 4 garçons, ils n'ont pas avalé ce truc-là. Ils se sont accrochés physiquement à leur mère d'une telle manière qu'aucun travailleur social n'a pu prendre sur lui d'exécuter le placement. Et on a pu obtenir, effectivement, que la mesure soit changée autrement. D'accord. Mais les scènes qu'ont vécues ces enfants, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont les oublier? Et pensez-vous vraiment qu'on puisse dire « Ah, mais c'est pour leur bien Jamais ils n'oublieront ça. ». Jamais. Vous parliez de l'intérêt de l'ASE à placer. Là, on rentre dans des histoires d'argent, donc on rentre dans Alors, quelque on- chose, parce que tout à fait. le budget annuel de l'ASE, en tout cas de l'aide sociale à l'enfance, est de combien? De 8 milliards, c'est ça? Voilà, 8 milliards 4, 9 Et milliards, c'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Et ce sont les deniers, ne vous y fiez pas, ce sont vos deniers à vous, hein, qui nous regardez. En tout cas, tous ceux et toutes celles qui payent des impôts. 8 milliards 4, c'est énorme. Alors, c'est énorme et moi, je ne souscris absolument pas au discours qui voudrait dire il n'y a pas assez d'argent. Ça, c'est quelque chose qui me ulcère. Mais oui, Parce que c'est absolument faux. C'est juste qu'il est mal employé. Alors, cet argent, il y a un autre argument qui nous est opposé quand on dit il y a un business. Donc, je vais le démontrer très facilement. oui. En réalité, l'argent coûte, mais pas aux mêmes personnes à qui elle profite. Il profite. C'est-à-dire que l'État, effectivement, dépense pour la protection de l'enfance cette somme-là. Donc, dans un premier temps, ça coûte. Mais ce sont les départements qui font le plus clair des dépenses. C'est-à-dire que l'État est minoritaire dans le financement, largement minoritaire, et ce sont les conseils départementaux qui, eux, ont la charge de ces paiements. Or, les conseils départementaux, eux, confient les mesures à des associations privées extrêmement importantes, des acteurs de grande envergure qui, eux, fonctionnent grâce à ces fonds. Donc, ils ont besoin de ces fonds pour fonctionner. Oui. Et ces associations privées, elles fonctionnent sur un mode qui ressemble au fonctionnement de n'importe quelle société commerciale, avec des rapports d'activité qui disent comment ils gèrent, et puis s'ils sont en progression, ou si alors il y a moins de mesures et que, attention, on n'aura peut-être pas la dotation l'an prochain, donc avec une véritable logique commerciale. Donc, ça coûte, mais il faut voir à qui ça rapporte. Permettez-moi de vous interrompre 30 secondes. Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est comme si je suis peintre en bâtiment. J'ai une entreprise de peinture en bâtiment dans un département. Voilà. Et le Conseil général m'a attribué à moi la responsabilité de repeindre les bâtiments qui, selon eux, nécessitent qu'il faut qu'on les repeigne. Mais le Conseil général m'a donné la responsabilité de décider quel bâtiment doit être repeint. Quel est mon intérêt à moi en tant que peintre en bâtiment avec mon entreprise et avec tous les pouvoirs qui m'ont été conférés? Eh bien, c'est que chaque année, j'ai un budget et que je repeigne ou pas, ou que je repeigne à moitié, mais que chaque année, on m'octroie le même budget pour que mon entreprise continue à fonctionner et que je continue à gagner de l'argent. On est dans une comparaison comme celle-là. Voilà, les acteurs, tout à fait. Le conseil départemental, lui, il paie et il a donc cet argent qu'il met à disposition d'acteurs privés. Et ces acteurs D'associations, privés, donc. d'associations privées, qui sont souvent en conflit d'intérêts, parce que dans certains départements, elles sont à la fois prescripteurs des mesures et elles les récupèrent. Je Alors, m'explique. Expliquez bien, oui, parce Je que m'explique. c'est technique. Il y a un département, par exemple, dans l'Est de la France, qui est que ce département, dans ce département, une association pratiquement en situation monopolistique, et cette association est celle qui est désignée par les juges pour faire une mesure, pour dire s'il faut ou pas une mesure éducative. D'accord. Et cette même structure a une autre partie de son activité, à la même adresse, avec le même organigramme,
qui récupère la mesure éducative qui doit être exécutée. Donc il est à la fois prescripteur et bénéficiaire des fonds pour exécuter la mesure. Donc, pour accueillir On les enfants qui vont appelle être ça, placés. voilà, ou pour faire les AMO. Oui. Donc on appelle ça un conflit d'intérêts. Et les juges vous répondront, ah bah oui, mais il n'y a que cet acteur privé dans ce département, j'ai pas le choix. Et ça existe dans plusieurs départements, Ça existe dans plusieurs départements, de façon quelquefois moins caricaturale, c'est-à-dire que, par exemple, dans un département, le juge va avoir 4 ou 5 associations, mais il y aura toujours les prescripteurs et puis ceux qui récupèrent les mesures. Donc c'est un business qui est florissant. Et d'ailleurs, je me souviens, une petite fille que j'avais fait sortir à l'âge de 12 ans du placement, un jour extraordinaire pour elle, mais pour moi aussi, et elle me disait que la référente qui s'occupait d'elle, quand elle lui avait dit « mais pourquoi je suis placée, pourquoi ?» Elle lui avait répondu « mais tu veux que je sois au chômage ?» Voilà. Et ça, je crois que c'est ça. Il y a besoin de ce bassin d'emploi. Il a besoin pour ces acteurs privés de fonctionner et d'utiliser les fonds dont ils ont la dotation, parce que s'ils ne les utilisent pas, ben, la dotation va baisser, puis il y en a qui vont fermer leurs portes. C'est-à-dire que l'année d'après, si la dotation Elle baisse, sera inférieure. ça veut dire que l'année d'après, ça sera inférieur et Voilà. donc Voilà, tout à fait. on sera obligé de licencier, comme vous dites. Clairement, Maître Serrada, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est un business. C'est un business. Alors, l'État, stricto sensu, c'est-à-dire l'État directement, lui, il paie. Lui, ça lui coûte. Oui. Mais minoritairement, il y a très peu, si vous voulez, d'intervention publique. Il y a très très peu d'intervention publique directement de l'État, de la poche de l'État. Il est minoritaire dans les foyers vraiment tenus par l'État. La plupart du temps, c'est entre guillemets sous-traité à Par des le acteurs département. privés. Oui. Voilà, c'est les acteurs privés qui sont largement majoritaires dans le secteur. C'est là où le bas blesse. Donc on ne peut pas entendre « Ah mais ça coûte à l'État, comment ça peut profiter ?» Attention, ça ne coûte pas à ceux à qui ça profite. C'est bien quelque chose qui est très simple à comprendre, mais curieusement, j'ai l'impression que les gens s'entêtent sur ce raccourci et ils pensent comme ça balayer un argument qui est pourtant extrêmement sérieux. D'ailleurs, dans mon livre Placement d'enfants, une justice sous influence, on a consacré un chapitre pour expliquer comment se passe les Je l'ai financements. Et ce financement-là, il est dénoncé également par la Cour des comptes. Exactement. Parce que dit la Cour des comptes? Elle dit attention, les comptes de l'ASE sont opaques. C'est très clair. Et les chambres régionales des comptes font régulièrement des audits, alors plutôt tous les 5 ans, mais les font quand même, et tombent parfois sur des associations privées où il y a des valses de carte bleue au niveau des dirigeants, des voitures, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce que les travailleurs sociaux sont mal payés, se plaignent, font des manifs, etc. Mais en bas de l'échelle, oui, et surtout ceux qui travaillent directement avec les fonds de l'État, c'est-à-dire la minorité. Mais les travailleurs sociaux d'associations privées où ça se passe pas trop mal, ils sont mieux payés, mais effectivement, c'est plutôt en haut de l'échelle qu'il y a une gabégie. Il faut parler clair, c'est une gabégie. Vous savez que la première fois que nous nous sommes entretenus sur le sujet, vous vous souvenez quand, hein, sur une grande radio nationale, Ouais. c'est au moment où vous sortiez votre livre, nous avions évoqué ce fameux chapitre sur cet argent qui circule et ces conflits d'intérêts. J'avais reçu un coup de fil du ministère qui me demandait un droit de réponse. Alors après, étrangement, tout ça est retombé comme un soufflet, mais il n'était pas très content après vous parce que vous avez mis à jour, vous êtes la première à avoir parlé de cet argent qui était un peu distribué, un peu de manière... Mais c'est tellement vrai que c'est devenu indéniable. Et d'ailleurs, dans le cadre de la commission d'enquête, et de façon incontestable, et il suffit de lire le rapport pour le constater, ils ont mis à jour les réseaux de sous-traitance à des agences d'intérim. Parce que c'est une telle manne, c'est un tel gâteau d'argent que forcément, ça attire des gens qui vont profiter du système. Il y a eu ce scandale de Châteauroux, il y a eu des familles d'accueil qui n'avaient aucun agrément, il y avait des foyers qui se sont révélés être des lieux de Mais perdition. pourquoi ça ne change pas, Maître Serrada? Vous vous y attaquez, vous, mais en tant qu'avocat, avocate, pardon, pourquoi ça ne change pas? Parce que j'ai le sentiment que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, Et puis, oui. au milieu de ça, on va en parler avec le traitement d'enfants. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'inceste, de prostitution, de maltraitance de beaucoup d'enfants placés. Donc, on a d'un côté de l'argent public qui est dépensé n'importe comment, et puis maintenant, le traitement de plus en plus suspect d'enfants placés. Oui.
Alors pourquoi ça ne change pas? D'abord parce que, on a demandé que, ce soit un système qui ne soit plus dans les départements, que ce soit centralisé. Oui. On le demande depuis des années, c'est toujours pas le cas, d'arrêter de décentraliser la protection de l'enfance. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui viennent de là. Étant donné que la Cour des comptes, elle, de temps en temps, elle fait un focus sur des dysfonctionnements. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a dit qu'il y avait des comptes opaques, mais elle ne peut pas faire de compte annuel parce que les conseils départementaux, il y en a 101 et ils ne donnent pas leurs comptes ventilés. De telle manière que le conseil départemental ne peut, la Cour des comptes, pardon, ne peut pas faire un rapport annuel. Elle ne dispose pas de toutes ces comptabilités qui sont scindées par département et qui sont même pas ventilées sur tous les postes de protection de l'enfance où chaque département intervient. Donc, il est impossible de faire le ménage là-dedans. La Cour des comptes ne cesse de le dire. Donc, il faudrait effectivement que ce soit tout à fait nationalisé et qu'on cesse d'avoir des disparités. Et ces disparités, elles interpellent d'autant plus qu'on a constaté que dans les départements dans lesquels il y avait le plus de foyers construits ou ouverts, c'était les départements qui plaçaient le plus. Donc cherchez l'erreur, il faut donc les remplir. Et c'est donc ce qu'on s'emploie à faire, les travailleurs sociaux, avec la bénédiction de la justice. En outre, pourquoi les choses continuent comme ça? Peut-être parce que les politiques ont leur responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que il y a quand même un impensé sur la protection de l'enfance. Il y a un impensé qui est facilité par plein de petits facteurs. D'abord, on se dit, il y a un juge. Donc, il y a une espèce de doxa sur l'infaillibilité de la justice. Pourtant, on sait tous qu'elle est humaine, faillible et qu'elle se trompe énormément, et très souvent. Mais les politiques peuvent se dire, ah ben c'est une décision judiciaire, on ne peut pas y toucher. Et d'ailleurs, quand il y a des familles qui constatent des dysfonctionnements incroyables dans les procédures et qui s'adressent aux défenseurs des droits, ils sont quand même là pour ça, les défenseurs de droits invariablement répondent ah, c'est une procédure judiciaire, on ne peut pas s'en mêler. Donc il y a cette espèce de doxa qu'il y a un juge et que donc ça a été bien jugé et on ne bouge pas. On pense que c'est comme ça. Et en outre, il faut quand même le reconnaître, c'est un sujet qui a été mis sous le tapis pendant des années. Donc là, tout le monde s'excite un petit peu, tout le monde en parle. Pourquoi? À cause des faits divers, la force de l'actualité. Exactement. Mais s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on n'en parlerait pas pour autant. On préfère parler de l'écologie et de toutes sortes de choses. On se demande ce que feront les gens quand il y aura une planète parfaitement verte avec des enfants malheureux au milieu. Mais les gens préfèrent s'occuper de ces sujets-là. Et puis il y a des tas de gens qui s'estiment pas concernés, jusqu'à ce qu'un jour, une information préoccupante débarque dans leur vie, qu'ils soient juges, médecins, avocats, toutes les Exactement. professions, et là ils se disent mais c'était comme ça. Et c'est la première chose que me disent mes clients, me disent, on n'aurait jamais pu imaginer qu'au XXIe siècle, en France, ce soit comme ça. Ils débarquent dans un monde qu'ils ne soupçonnaient absolument pas. De dysfonctionnement, de choses aberrantes, de messes déjà dites quand on arrive aux audiences, de décisions prises sans contradictoire, j'en passe et des meilleurs, et vous dites, ah, je suis en France, ah, je suis au XXIe siècle, ah, il y a un code civil, ah, il y a un code de procédure civile. Mais où sont toutes ces garanties? Que sont ces garanties devenues face à un arbitraire comme ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbitraire dans cette matière. Oui, il y a beaucoup d'arbitrage, mais malheureusement, cet arbitrage, il semble être joué d'avance, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le rapport qui est fait par l'éducateur de l'ASE décide de la mesure qui va être prise. Souvent, vous me dites si je me trompe, hein, mais alors c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de parents dont les enfants avaient été placés, mais tous me racontaient que le juge n'avait fait que lire le rapport de l'éducateur et puis avait pris sa décision en 5 minutes. Oui. Et qu'une fois que l'enfant avait été placé, pour le récupérer, cela faisait 10 ans, 8 ans, 5 ans que les enfants étaient placés, qu'il n'y avait aucun changement, qu'ils avaient beau montrer patte blanche, hein, montrer que les choses s'étaient améliorées. Et encore une fois, vous avez raison de souligner que ça n'était pas les familles pauvres obligatoirement, hein. Il y avait des médecins dedans, des notaires, des avocats. Tout le monde peut demain faire l'objet de ce type de signalement. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça ne change pas. On continue à voir des enfants placés. La France est le pays qui place le plus d'enfants. Quand est-ce que ça va changer en fait? Je pense qu'il y a différents problèmes. Le problème de la formation, c'est quand même pas n'importe quoi comme problème. D'ailleurs, il vient d'y avoir un article qui est sorti dans le Figaro, je crois que c'est hier ou De la avant-hier. formation des éducateurs? La formation, effectivement, des éducateurs et de tous les intervenants sociaux d'une manière générale, qui a bien expliqué les problèmes, à savoir cette espèce d'éclatement des fonctions que la loi a voulu, c'est-à-dire qu'il y a les animateurs d'un côté,
l'éducateur spécialisé de l'autre, il y a celui qui intervient en tant que veilleur la nuit, il y a celui qui fait faire des activités aux enfants. Donc il y a eu un éclatement des types de missions au sein de l'ASE, Oui. avec également un éclatement des types de formations. Et puis il y a eu aussi en 2019 un diplôme d'éducateur spécialisé qui a été accessible sur Parcoursup. Et de ce jour-là, sur Parcoursup, on a vu des gamins de 18 ans qui disaient, tiens, je vais faire un DESS d'éducateur spécialisé, EducSup, c'est pas mal, EducSP, comme ils disent. Oui. Et on a des gosses qui n'ont strictement aucune expérience, qui se sont retrouvés plongés dans ce domaine si délicat, où il y a tellement de psychologie, il faut tellement finalement d'expérience pour comprendre. On traite Et d'enfants. nous ont fait des rapports comme ça, alors qu'ils n'ont pas d'enfants, pas d'expérience, rien du tout. Et des rapports qui se sont mis à dire des trucs absolument incroyables, de la psychologie à 2 balles, excusez-moi l'expression, qui se sont entassés sur les bureaux avec des juges très occupés, qui, encore une fois, trouvent un certain confort intellectuel et même une absence de responsabilité de faire finalement ce que dit le rapport social. Donc on a eu, au niveau de la formation, éclatement des formations, rajeunissement des âges, et puis un bassin de l'emploi avec un peu n'importe qui. Vous vous rappelez de cette émission d'Envoyé spécial où des gens en caméra cachée, sans aucun diplôme et sans aucun rien du tout, se faisaient engager comme ça, boum, dans la journée, ils se retrouvaient dans les foyers. Et là, ça a été le début d'un départ en vrille de la qualité de l'accueil. On a vu les conséquences d'ailleurs des pour bon conséquences nombre de jeunes épouvantables. filles qui, voilà, ce sujet d'envoyé spécial a mis en avant la prostitution de ces mineurs, donc la non-protection de ces enfants placés, je le rappelle, s'ils Pour être sont protégés. placés pour être protégés. Voilà. On En est tout cas, arrivé, protégés, mieux protégés que s'ils étaient dans leur famille. voilà. On est Or, arrivé à ce type de choses avec même des mises en danger de la part des cadres qui les entourent. On a eu quand même des éducateurs qui ont violé des enfants, qui les ont agressés, qui les ont battus, qui les ont tapés, qui les ont mis dehors avec 0 degré, qui les ont brusqués. Il y a des éducateurs de toutes sortes. D'ailleurs, cet article du Figaro citait des éducateurs qui disaient de leurs propres collègues, j'en ai vu un, et il avait les yeux rouges de tous les joints qu'il avait fumés, l'autre, il tapait, machin. Enfin, c'est la débâcle au niveau, me semble-t-il, de la formation. Alors évidemment, au sein de tout ça, il y en a de bons, c'est toujours ce qu'il faut répéter, mais j'ai quand même l'impression que majoritairement, les prises en charge ne sont pas bonnes. Et surtout, on a des intervenants, moi j'appelle ça les intervenants, le terme est plus générique, Oui. qui manquent d'expérience, qui manquent de recul. J'ai actuellement un enfant qui est placé à 400 km de Paris, et l'éducateur, très très jeune, s'est complètement identifié au gamin. Ce gamin est dans une famille d'accueil pour de très mauvaises raisons, mais il s'y plaît beaucoup. C'est des choses qui peuvent arriver. Et comme la maman est un petit peu cadrante, il voudrait y rester encore un petit peu plus parce qu'il s'amuse bien, etc. Et la maman fait les pieds et les mains, on fait les pieds et les mains pour récupérer l'enfant. Et l'éducateur, il est devenu tellement copain avec l'enfant, qui est un ado, qu'il fait tout pour nous rendre des rapports pour que l'enfant reste dans la famille d'accueil en inventant tous les prétextes possibles. Et c'est l'éducateur qui constitue un verrou au retour de l'enfant dans sa famille. Non, mais on voit les choses absolument inimaginable, parce qu'il est devenu pote avec ce gamin, avec un espèce d'effet miroir tout à fait que je regrette profondément. Il s'identifie à cet enfant, peut-être que son enfance est un petit peu perturbée, et voilà. Maître, les violences intrafamiliales sont devenues un vrai sujet de société aujourd'hui. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, encore une fois, que cela va créer des conditions pour encore trouver des cadres dans lesquels des enfants seront en danger. Comment traite-t-on aujourd'hui ces situations de violence intrafamiliale? Alors, ces situations de violence intrafamiliale sont un vrai sujet de société qui a longtemps été mis sous le tapis. D'ailleurs, la grande vertu de la Civise, qui était la commission qui devait faire le jour sur tous ces problèmes-là, Oui. a été d'établir combien, au-delà des dysfonctionnements, la société finalement les tolérait ou ne voulait pas les voir, et que c'était finalement un impensé des politiques absolument totales. Donc la Civise a mis à jour tous ces problèmes-là. Il est vrai que beaucoup de mineurs sont victimes d'inceste. 160 000 mineurs en France sont victimes de violences sexuelles, et la majorité d'inceste. Donc le problème se pose de croire ou de ne pas croire. Ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que on part du principe que l'enfant est menteur. Il y a eu longtemps cette idée.
en France que l'enfant était menteur. Ah oui, Et l'affaire Outreau oui, est une affaire qui a beaucoup disqualifié la parole de l'enfant, puisque d'ailleurs, quand elle est intervenue, cette affaire, on a noté 25% dans l'année même de moins de condamnations ou d'enquêtes diligentées, parce que l'enfant menteur, eh bien, ça devenait finalement une idée largement répandue. Et à l'École nationale de la magistrature, donc les juges, oui. ils ont été, de l'aveu même d'une directrice du CSM, du syndicat des magistrats, à l'ENM, ils ont été biberonnés à l'idée de l'enfant menteur et de l'affaire Outreau. Ils sont surtout traumatisés depuis l'affaire Outreau. Voilà, traumatisés de la peur de se tromper. Et Ouais. ça pesait énormément sur la prise en compte de la parole de l'enfant. Et il s'est mêlé à ça le fait qu'on ait fait de cette question, on l'étiquetait comme étant une instrumentalisation des femmes. Donc avec un sexisme incroyable, on a dit, quand la maman rapporte la parole de l'enfant, c'est forcément qu'elle l'instrumentalise ou qu'elle règle ses comptes avec le père. Donc on a mis une suspicion sur la parole de l'enfant, parce qu'on a mis une suspicion sur la bonne foi des mamans, par une inversion de culpabilité. En outre, d'autres principes, finalement, ont joué contre la parole de l'enfant qui parle de l'inceste ou des violences sexuelles qu'il subit, intrafamiliales. C'est de dire, non seulement il y a l'enfant menteur, mais il y a une présomption d'innocence en béton armé sur le père, puisque c'est majoritairement des pères qui sont mis en cause dans l'inceste. Et cette présomption d'innocence fait que on ne peut pas prendre les mesures protectrices contre l'enfant parce que ce serait désigner le père comme coupable. Donc les juges vont se mettre à se renvoyer la balle. Les JAF, les juges aux affaires familiales, se disent ah ben le juge des enfants n'a qu'à intervenir. Le juge des enfants, lui, ne peut intervenir que par des rapports sociaux. Les rapports sociaux sont faits par des gens qui n'ont pas une mission d'enquête pénale et qui donc ne peuvent pas faire la lumière sur la situation, donc ils ne la font pas. Oui. Quant aux procédures pénales, elles mettent des années. Donc, avec ce petit panorama que je viens de donner, on s'aperçoit que l'enfant parle ou pas, eh bien, on ne va rien pouvoir faire pour lui. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a des demandes très claires, très simples, de certains dispositifs judiciaires. Nous, avocats, on demande par exemple qu'il y ait une ordonnance de sûreté, de même qu'il y a une ordonnance de protection pour les femmes battues qui marche bien, une ordonnance de sûreté, c'est-à-dire quand il y a une véritable suspicion, pouvoir immédiatement faire suspendre les droits du parent qui est incriminé par l'enfant, qui est désigné par l'enfant ou qui est désigné par la mère qui porte la parole de son enfant. Et ça, on l'a pas, cette ordonnance de sûreté. Nous, on a affaire à un système pénal qui va prendre des années, on a affaire à des juges qui vont se renvoyer la balle, et en plus, on a affaire à une criminalisation du parent protecteur. C'est-à-dire que la mère qui relaie la parole de l'enfant et qui forcément ne veut pas amener sur un plateau le week-end d'après au père qui a un droit, l'enfant qui a dit ben voilà ce que me fait papa, eh bien elle est en non-représentation d'enfant, elle va se retrouver punie et elle va se retrouver quelquefois condamnée, quelquefois elle va même être mise dans certains cas en prison, Oui. et c'est comme ça qu'on arrive au phénomène des mères en cavale, des mères en lutte. Il y a eu dernièrement un film et un documentaire sur les mères en lutte. Et qu'il y a dans la nature des mamans, parce qu'elles n'étaient pas crues, parce qu'elles ne pouvaient pas livrer leur enfant à l'inceste, elles ont dû fuir le pays pour protéger leur enfant. Oui. Et ce phénomène n'est pas nouveau, puisqu'en 2002 déjà, l'inspection des affaires sociales avait déjà, par la parole de M. Petit, dénoncé ce phénomène de mamans qui sont obligées de partir pour protéger leur enfant parce que elles n'étaient absolument pas crues, l'enfant ne l'était pas non plus. C'est la double peine, donc. C'était la double peine. Elles se retrouvent avec des enfants placés, ou bien elles-mêmes se retrouver face à la justice et condamnées. Aujourd'hui, vous dites que la France est le pays qui place le plus. Pourquoi, en fait? Pourquoi ne regarde-t-on pas à côté, en Belgique, par exemple, comment ça se passe, ou en Espagne, où on place moins? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à rester sur le même fonctionnement, en fait? C'est difficile à dire. Je pense que cette fiction que l'État est un assez bon parent, que l'enfant est pris en charge par des professionnels, eh ben, ça masque en fait toutes les insuffisances. Et finalement, je me rends compte que les juges, une fois qu'ils ont remis l'enfant dans le système étatique, eux-mêmes ils sont fonctionnaires, eh bien il y a un confort. Ils n'ont pas tellement à aller chercher plus loin. Et comme les rapports sociaux s'arrangent pour être très convaincants, eh bien ma foi, pourquoi ?
pourquoi on ne le ferait pas? Et on n'est pas effectivement en Europe du Sud, où en Europe du Sud, il y a beaucoup de grands-parents qui prennent en charge les Ouais. enfants. Les familles sont très présentes. Et en Allemagne, un pays qui n'est pas en Europe du Sud, mais qui lui aussi fait mieux que nous. Enfin, il y a plein de pays qui font mieux que nous, Qui hein. fait beaucoup mieux que nous. Mais ils font mieux que nous, et notamment parce que quand il y a une famille qui est un tout petit peu sur la sellette, on va d'abord l'aider. Et comme je le dis souvent quand je plaide, l'assistance éducative, avant tout, ça devrait être une aide, pas une confiscation de l'enfant. Mais le système français, lui, il est vraiment drastique. Je ne sais pas si de qui on a hérité cette façon d'abord de croire en l'État à ce point-là, et deuxièmement d'être tout le temps avec le système qui casse, qui tape, qui Ouais, barre au lieu ouais. d'aider. Je crois que véritablement dans l'esprit de la justice et peut-être des gens, je ne sais pas, l'idée que l'État fait bien, que l'État, c'est des professionnels, que les juges, bah, ils ont bien jugé et que donc l'État va faire mieux que tout le monde, Mais quand vous elle est dites ancrée. l'État, maître, je me mets à la place de toutes celles et ceux qui nous regardent là. Lorsque vous parlez de l'État, l'État ne fait pas bien puisque l'État confie l'argent au département. C'est ça que vous appelez l'État, en fait? C'est Oui, c'est-à-dire que ce soit la personne publique, parce que même si ce oui, la sont, il y a personne publique, voilà, la donc. personne publique Ouais, au sens, on va dire large, parce que les ouais. gens ne vont pas rentrer dans le débat de savoir si c'est un acteur privé, si elle a une délégation de service public, si c'est une association habilitée. Pour eux, un enfant placé, pour un juge par exemple, c'est l'État qui devient parent. Oui, mais c'est l'État qui a d'abord décidé d'un budget dans un ministère, qui est ensuite réparti dans des départements où ça se passe pas de la même manière selon le département. Donc vous voyez, c'est là où lorsque je vous demande pourquoi on ne change pas, pourquoi on ne centralise pas véritablement à Paris, dans un ministère, le budget, et pourquoi ne revoit-on pas tout le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, où, vous l'avez dit, aujourd'hui, on embauche même des éducateurs qui ne sont pas des éducateurs. Vous le savez, on est en manque de personnel à l'ASE. Donc ça veut dire que demain, il peut y avoir un pseudo-éducateur qui va écrire un rapport qu'un juge va lire alors qu'il n'a pas les qualifications pour faire ce rapport. Ça, vous l'avez vu déjà ou Bien non? sûr, je l'ai vu. Alors, vous savez, on va dire, les services sociaux, les rapports sociaux s'arrangent toujours pour qu'il y ait quand même une apparence. Oui, C'est-à-dire que vous savez très bien, par exemple, que le référent de votre enfant est un petit jeune qui n'y connaît pas grand-chose, qui qui a n'est dit pas beaucoup de parent. bêtises, etc. Mais le rapport, lui, il va être en général signé par le chef de Oui, service. Vous voyez. oui. Donc, il y a toujours quand même une apparence. J'ai l'impression que, quelque part, il y a quand même un confort judiciaire, tout simplement, dans le fait d'entériner les rapports. Et on ne va pas plus loin parce qu'on est occupé, parce qu'on a plein de dossiers, et parce que, comme m'a dit un jour le vice-président d'un tribunal pour enfants extrêmement important, m'a dit, vous savez, les travailleurs sociaux, ce sont nos yeux et nos oreilles. Et nous, ce qu'on C'est a ça peur, inquiétant. voilà, c'est de retrouver le dossier dans la presse. Ils ne sortent pas de là. Il y a les partenaires de travail, on les voit en réunion de synthèse régulièrement, on a confiance en eux. Et pourquoi? Parce qu'on se dit, mais ils n'ont aucun intérêt à nous dire ceci ou à nous dire cela. Mais c'est complètement à courte vue de raisonner comme ça. Bien sûr qu'ils ont un intérêt à dire ça, parce que ça fait fonctionner l'association dans laquelle ils travaillent, parce que ça justifie leur boulot, parce que c'est dogmatique, parce que ça nourrit également leur goût du pouvoir, malgré tout, ce pouvoir sur les familles. Vous savez, quand une famille est dans le collimateur, qu'elle voit arriver comme ça deux petites assistantes sociales qui vont décider du destin de la famille, ils me font tous la remarque, les gens, ils me disent, bah, elles sont désagréables, ou alors ils me disent, elles nous disent blanc, ben, elles vont faire noir, elles nous font peur, elles le savent. Ils se sentent tout petits Le face nombre à de ce pouvoir. parents, maître Sarada, qui m'ont dit que dès lors qu'ils s'étaient opposés d'une manière ou d'une autre, hein, ou quelquefois essayer de dire ben non, vous avez tort là-dessus, ça y est, c'était fini. L'enfant restait placé. C'est-à-dire que tous les parents que j'ai pu avoir au téléphone, dont les enfants étaient placés, me disaient si à un moment ou un autre, on s'oppose d'une manière aussi cordiale et bien élevée qu'elle soit, notre gosse va rester placé. Il y a une toute-puissance qui est confiée parfois, vous venez de le dire, à des gamines de 22 ans qui ne sont pas encore mères, donc qui ne savent pas. Je veux dire, avoir un enfant, on sait combien ça change le sens de notre vie. Moi, le jour où je suis devenu père, je suis devenu un autre homme. Comment peut-on confier ce pouvoir à des gamines de 22 ans qui ne savent pas ce que c'est que d'être mère?
Et d'autant plus que dans les enfants placés, il n'y a pas que des enfants. Et c'est d'ailleurs un autre problème dans le problème. C'est-à-dire qu'on place encore beaucoup d'adolescents. Pourtant, des adolescents de 15-16 ans qui savent quand même un petit peu ce qu'ils voudraient de leur vie et qui se retrouvent placés de façon impérative, puisque c'est une décision de justice, ou qui vont être suivis par des éducateurs qui sont pas beaucoup plus âgés qu'eux. J'ai actuellement une petite jeune fille très brillante qui fait des études dans un lycée bilingue, etc., qui a donc 14 ans. Et la référente qu'elle voit, qui est chargée de faire un rapport sur elle d'AIMO, qui pourrait être le préalable à un placement, j'espère que ça ne le sera pas, mais c'est quand même une AIMO, elle doit avoir 23 ans sur la pointe des pieds, et cette petite jeune fille doit adorer sa mère, et elle ne comprend pas que la fille de mon client s'entende mieux avec son père. Donc elle trouve que c'est bizarre. Donc chaque fois qu'elle la voit, donc ils ont essayé de faire ça un petit peu ludique, on va aller au McDo toutes les deux. Donc la fille de mon client se retrouve à aller manger un repas au McDo avec la petite jeune. Et la petite jeune, c'est quand même pas normal, que tu préfères ton père, c'est quand même bizarre, d'habitude c'est dans l'autre sens. Et elle lui serine ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, jusqu'à ce que la gamine n'en puisse plus en disant, mais attendez, j'ai 14 ans, je sais où vont mes affections. J'adore mon père. J'adore mon père. Il se trouve que je m'entends très bien avec lui. Cette alchimie-là, elle est tout à fait possible. Alors, rien de bizarre là-dedans. Arrêtez avec vos idées préconçues. Et la petite jeune qui a dû être, je ne sais pas, formée sur le fait que la fille doit s'entendre avec la mère et le père doit venir en subsidiaire, C'est va quoi? lui asséner ses propres théories. Oui, mais c'est quoi ces histoires d'ados qui préfèrent l'un des parents, d'une mère qui est trop fusionnelle avec son enfant? Ça sort d'où? C'est dans leur formation qu'ils apprennent ça? Je ne sais pas, je pense que la formation sur le plan psychologique, elle est catastrophique. Et je vais encore plus loin. Dans les mesures d'investigation ou dans la mesure d'AIMO, il y a un entretien avec le psychologue. De même que dans les placements, dans les rapports sociaux, il y a le psychologue qui donne son avis. Comment voulez-vous que le psychologue qui fait partie de la structure et qui est là pour dire que la mesure est utile, comment voulez-vous et où auriez-vous vu que ce psychologue va marquer contre son camp en disant non, l'enfant il n'a rien à faire dans ce foyer, alors qu'il est payé par le foyer, Eh oui. ou qu'il est dans la structure qui fait l'AMO pour dire non, l'AMO ne sert à rien. Ça n'est jamais vu. Donc, dans le rapport social, en plus de tout ce qu'on y lit, on a une petite pépite, c'est le rapport du psychologue. Alors là, vraiment, c'est des choses absolument extraordinaires. Je trouve des expressions, d'ailleurs, je me suis fait une espèce de bêtisier avec une expression, et là, j'en ai trouvé une, des années que je ne l'avais... Enfin, en fait, je ne l'avais jamais vue, cette expression, qui disait d'une enfant qu'elle a une instance moi-éthique en un seul mot, supérieure à la moyenne, et que donc il faut la décentrer de son moi. Voilà. C'est ce niveau de psychologie dans les rapports. Pour une petite jeune fille qui est parfaitement épanouie, elle a une instance moi-éthique supérieure à la moyenne. On a des considérations C'est absolument... la première fois que j'entends ce terme. Oui, moi aussi. Je l'ai mise dans mon bêtisier en rouge parce que je trouvais que ça là était absolument Vous extraordinaire. préparez un nouveau livre? Ah oui, oui. D'ailleurs, Ouais. je vais me pencher sur une question qui est un petit peu une question qu'on a abordée. Et je pense effectivement que je ferai des petites citations qui ne manqueront pas de sel. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Maître, combien d'enfants placés aujourd'hui en France? Alors, les enfants qui font l'objet d'une mesure éducative sont plus de 300 000, peut-être 350 000, peut-être 350 même 000. davantage. On considère que la moitié sont placés, ce qui est beaucoup trop. Le pourcentage ne devrait pas être celui-là si c'était vraiment une assistance éducative bien pensée. Et dans cette moitié, on pense qu'il y en a largement la moitié qui sont placés à tort, ce qui nous fait du 80 000, 90 000. Donc, c'est la population carcérale française, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Et au-delà des enfants qui sont placés à tort, il y a tout ce qui gravite autour des enfants. Leur famille immédiate, leur famille un peu plus loin, et l'entourage. Donc en fait, ce sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui sont concernés par le placement abusif et qui sont surtout abîmés. Parce que je rappelle que, vous l'avez dit au début de votre entretien, mais un enfant placé, eh bien, obligatoirement, s'abîme. Ses parents lui manquent. Alors, bien évidemment, vous l'avez entendu, Maître Serrada l'a bien précisé, il y a des placements qui sont tout à fait normaux. La situation, parfois, nécessite qu'un enfant soit placé parce qu'il a des parents défaillants, parce qu'il a des parents dysfonctionnants, et qu'il faille protéger cet enfant. Mais quand vous entendez le chiffre effarant de 50% de placements abusifs, ou en tout cas qui pourraient être évités, est-ce que vous avez une idée sur ce que ça coûte
c'est 50% ou est-ce que vous avez fait le calcul ou... On n'a pas fait le calcul, mais on sait tous, par exemple, qu'une mesure de placement, ça peut rapporter, entre guillemets, ou coûter, comme on voudra, plus de 300 euros jour. 300 € jour Jour, dans jour. une famille Dans une d'accueil ou dans un structure, dans foyer? une Dans structure. une structure. Oui, dans une structure. Et quant aux familles d'accueil, alors les familles d'accueil, c'est un vaste sujet, on n'a pas le temps de l'aborder. Il y a des familles d'accueil très bien, Oui. des familles d'accueil pas bien du tout. Mhm. Mais les familles d'accueil, en tout cas, sont rémunérées 1 200 € par mois par Par enfant enfant. non fiscalisé, je précise, non fiscalisé et Mhm. par enfant, avec une petite indemnité de 300 € de vêture tous les trimestres. Donc tout ça a un coût quand même qui est absolument considérable 1 200 €, pardonnez-moi maître, 1 200 € pour un enfant par mois, par hein, mois, par enfant. ça fait beaucoup d'argent quand même. Pas fiscalisé, je trouve que c'est quand même honnête, hein. C'est pas mal, c'est Oui, pas non, mal. mais c'est bien. Ouais, surtout que les Mais, familles d'accueil mais, ont souvent plusieurs mais ce enfants que je veux dire, accueillis, hein. si on compte 50 000 enfants qui sont placés de manière abusive ou en tout cas à tort, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, c'est absolument indéniable. Et d'ailleurs, je pense qu'on va y venir à ces réformes centralisées sur le plan national, la protection de l'enfance, favoriser l'accueil familial, parce que ça ne coûte pas. On Mais va, oui, on va y venir, c'est obligatoire. Sur le plan financier, ça va tellement mal qu'à la limite, ça aura finalement une vertu, c'est de repenser cette gabegie. C'est certain. oui, À un mais moment j'ai donné, j'ai c'est envie de vous dire certain. que la première des vertus qui va se dégager de cette décision, si elle a lieu, c'est la santé mentale de ces enfants. Parce Tout à que fait. un enfant qui sera placé chez un oncle, une tante, une grand-mère, Ça n'a rien en à tout voir, cas bien sûr. un membre de sa famille qu'il aime, ça n'a rien à voir avec un placement. Ça n'a rien à voir. Et puis, l'image des parents est beaucoup moins attaquée parce que, il y a beaucoup de familles qui récupèrent les enfants puisque comme je vous l'ai dit quand même, on en récupère, Dieu merci. Eh bien, ils ont un enfant qui a perdu confiance, qui a un problème avec l'autorité des parents. Les parents sont tellement disqualifiés par rapport à l'enfant que je suis en contact avec des mamans dont j'ai récupéré les enfants ou des papas et ils me disent que les premiers temps sont très, très difficiles. L'enfant a souffert, la figure de protection que le parent a incarnée, a failli d'une certaine Ben manière. oui, Ils le rendent responsable de ce qui s'est passé. Ensuite, ils comme l'ont entendu abandonné. disqualifié. Oui. Ils ont vu ses parents critiquer pendant les audiences. Ils ont vu les parents se faire tout petits face à un système, alors que le parent, c'est l'alpha et l'oméga de la protection d'un enfant, C'est le normalement. premier protecteur. Voilà, donc il y a une telle image abîmée que sur le plan de l'autorité, sur le plan du quotidien, les familles qui récupèrent les enfants traversent de grandes difficultés. Puis je ne parle même pas de l'enfant qui, en général, dans un parcours ASE, donc de placement, est déscolarisé, parce que le foyer n'est pas à l'endroit où il était scolarisé. J'ai eu un petit garçon qui a fait 4 écoles sur une année et qui a complètement décroché sur le plan scolaire. Et j'ai même des enfants qui sont déscolarisés 1 mois ou 2 et qu'on met devant la télé dans les foyers. Donc il y a un vrai Ce qui est problème de totalement parcours de scandaleux. l'enfant. Ça, Scandaleux, bien sûr, bien sûr. des enfants qui suivent jusqu'à maintenant une scolarité tout à fait normale et équilibrée et qui, parce qu'il y a un placement, se retrouvent pendant 1 mois ou 2 sans école ou qui sont obligés d'aller à l'école à 40 ou 50 kilomètres Tout à fait. du foyer. Bon, l'ASE continue de dysfonctionner. Seul l'État peut maintenant faire quelque chose. Visiblement, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, mais pardonnez-moi, on se demande à quoi elle a servi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis. Non, pas grand-chose n'a changé. J'ai peut-être remarqué un petit frémissement sur les mesures de placement concernant les jeunes filles. J'ai vu que les juges, quand il y a dans le dossier une jeune fille et qu'on songe à la placer, il y a peut-être une certaine peur du juge de la mettre dans un lieu où elle va être vraiment en danger. Et en tout cas, quand on le plaide, on sent quand même un certain écho. Et il y a également eu peut-être un petit frémissement sur le placement des bébés. Parce qu'il y a beaucoup de placements de bébés. Beaucoup. Et ces enfants ces bébés qui ont échoué dans des pouponnières pendant des mois. Vous avez la députée, Madame Santiago, qui l'a constaté de visu. Ça a été vraiment un scandale qui a été relié par la presse. Tous ces bébés qui n'ont pas un développement psychoaffectif et puis même neurologique normal, parce qu'ils se sont retrouvés comme des bébés d'Europe de l'Est, là, parqués dans des orphelinats. Le placement de bébés, il y a un petit frémissement. Mais des bébés continuent à être placés à 2 jours, à 3 jours. J'ai une maman qui allaitait son bébé, le bébé a été placé. Mais je peux vous dire Chose que incroyable. j'ai rencontré il y a quelques mois, j'étais en plein tournage dans les Jeux d'Olivier, dans le sud-ouest de la France, j'ai rencontré
un jeune couple de restaurateurs qui avait un resto plutôt très réputé, donc une famille, on peut dire une famille bourgeoise, qui venait d'avoir un bébé. Comment le bébé s'est fait un hématome, il avait une marque, et tout ça à l'hôpital, hein. C'est-à-dire que la maman elle a accouché depuis 2-3 jours. Eh bien, suite à une marque constatée par une aide-soignante, information préoccupante, et le bébé a été placé 1 mois. Et ses parents m'ont dit qu'ils avaient vécu un cauchemar total. Ça me fait un peu penser à le père qui avait du mal à mettre sa couche tout à l'heure. Mais vous qui nous regardez et qui êtes futurs parents, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux familles monoparentales ou aux familles qui sont dans la précarité. Si Maître Serrada est là aujourd'hui, c'est pour évoquer un sujet qui peut toucher n'importe quelle famille demain, et peut-être vous. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que je voulais rajouter avant de vous dire au revoir, c'est que je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à être saisis et choqués par le reportage d'Envoyé spécial qui dépeignait malheureusement la prostitution de jeunes filles mineures qui étaient placées à l'aide sociale à l'enfance dans des foyers. C'est une réalité aujourd'hui, malheureusement, qui dure depuis, pas depuis Envoyé spécial, mais qui dure depuis au moins une quinzaine d'années. Mais avant cela, vous aviez eu des livres qui traitaient de la maltraitance et d'agression sexuelle, de viol même dans les foyers. Donc, l'aide sociale à l'enfance dysfonctionne depuis une trentaine d'années. Donc, ne soyez pas surpris par le discours offensif que nous avons pu mener dans cet entretien, parce que nous parlons d'une triste réalité, malheureusement, et nous espérons que ça va changer. J'attends avec impatience votre prochain livre, Maître Serrada. Merci de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Merci à vous, Olivier. Et puis surtout, on vous souhaite de garder toute la force et tout le punch que vous avez pour défendre ses parents et ses enfants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que vous défendez tout le monde dans ces affaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, chers amis. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à vous abonner à cette nouvelle chaîne Olivier Delacroix officielle. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de savoir quand la prochaine vidéo sortira. C'est généralement le samedi autour de 15h. Et puis, je vous rappelle bien évidemment que nous sommes la semaine en direct sur Twitch et sur TikTok et que nous échangeons avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur TikTok. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus de commenter les vidéos que vous regardez, ces entretiens. Je vous le dis à chaque fois, nous sommes très sensibles à vos commentaires. Et puis, vous pouvez aussi proposer des sujets. Si vous avez vous-même envie de venir témoigner ici, de nous raconter votre histoire parce qu'elle est hors norme, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour vous écouter. En attendant, portez-vous bien, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!